Salut. Hein. Hi. Non. Aujourd'hui, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on a au menu un petit peu de cette journée? Pas mal d'actualités en première partie. Pas mal d'actualités en première partie. Et en seconde partie, on a la chance d'accueillir Janelle Leblanc, qui est coordinatrice du réseau Front commun Nouveau-Brunswick, et avec qui on va parler pas mal de justice sociale, mais aussi des combats qui sont menés au Nouveau-Brunswick, donc qui est la province voisine de la Nouvelle-Écosse, province bilingue, avec des questions sociales, de droits des travailleurs, puis aussi pas mal de réduction de la pauvreté, etc. Donc on sait que le budget du Nouveau-Brunswick a été voté récemment. Et ce sera l'occasion d'en parler, de voir un petit peu si tous les efforts ont été faits pour réduire la pauvreté au Nouveau-Brunswick. On verra. Suspense. Alors, on connaît déjà plus ou moins la réponse, mais voilà. Mais en tout cas, on va en parler avec Janelle Leblanc en deuxième partie. Première partie, on va se faire un petit retour sur l'actualité. Parce que, là, vous le voyez, l'actualité est chargée. On va essayer de dérouler les points tranquillement. Solidaire, c'est des bâtards. C'est pas comme ça qu'il l'a dit, mais Gilles Proulx, c'est qui Gilles Proulx? Parce qu'en fait, moi, j'ai découvert son nom. C'est un homme politique québécois qui est là quand même depuis un bon moment, mais que, je sais pas, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il est dans les nouvelles, mais pas pour dire des trucs très intellectuels. Non. Je vais dire ça comme ça. En tout cas, c'est mon impression de lui. Donc en fait, il se retrouve chroniqueur dans une radio plutôt à grande écoute québécoise, et il a attaqué de manière vraiment forte les Solidaires, donc Québec Solidaire, qui est le parti de gauche, on va dire, le plus représentatif au Québec. Et donc on va pouvoir en parler un petit peu parce qu'il est parti totalement en roue libre. Et c'est intéressant. Ensuite, une bonne nouvelle qu'on aurait pu mettre dans les bonnes nouvelles, mais Vincent Bolloré, qui est le milliardaire français qui a notamment qui propulse l'extrême droite en France avec le fait de posséder des médias et d'y mettre que des gens d'extrême droite dedans. Voilà. Tout en disant que c'est pour nuancer le débat, on va avoir une personne qui est pas de droite. Je vais dire ça comme ça parce que c'est pas nécessairement des gens de gauche. Et plein de fachos. Exactement. Pour avoir un, entre guillemets, débat. Et énorme parce que cet homme fait de la politique, même s'il ne dit pas qu'il fait de la politique. C'est un investisseur, c'est un capitaliste. Et en gros, lui, son truc, c'est d'investir avec ses entreprises dans des projets, et notamment en Afrique. Et donc, en fait, ce mec cause la misère, contribue à la misère en Afrique, et vient mettre des politiques d'extrême droite, vient pousser un petit peu et baquer, tu vois, un petit peu toutes les politiques d'extrême droite en France, en disant il faut pas accueillir la misère du monde. Et c'est vraiment marrant parce que c'est lui qui l'a créé, et là il s'est fait prendre sur le vif dans une affaire au Togo. Du coup, c'est cool, et on va pouvoir en parler. Ensuite, le sujet un petit peu alors. Peut-être pour nous, peut-être pour la francophonie internationale, ça vaut la peine quand même un petit peu d'en parler. Ça fait quand même plus d'un mois qu'on en parle, c'est un sujet récurrent. La question des retraites en France, avec l'apparition dans le débat public de la violence policière, qui se sont vraiment multipliées, qui ont été dénoncées par de grandes organisations, et qui sont vraiment problématiques quand on veut juste dire qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qui commande tout seul. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Ensuite, ça va tout va bien. Donc, on part... c'est à deux endroits quand même franchement différents, mais... mais qui sont unis. Voilà, dans leur haine des minorités de genre et sexuelles. Ou des gens qui sont pas des hommes blancs straight, ou des hommes noirs straight, I guess. Mais on part en Ouganda et au Wyoming, où, en gros, soit t'as la peine de mort parce que t'es... ça dit homosexuel, mais c'est clairement... n'importe qui est pas straight. Comme si t'es pas hétéro, on te veut pas. Et puis au Wyoming, où il y a plusieurs trucs qui se passent contre les personnes trans, entre autres, à plein d'autres endroits aux États-Unis aussi, mais il y a ça. Et voilà, la pilule abortive n'est plus disponible, alors ça, tout va bien. Nice. Et enfin, on va finir avec quand même deux bonnes nouvelles qui sont... Il y en a une, les deux sont des bonnes nouvelles. On aurait pu en parler en tant que news, en tant que telle, parce que elles sont liées à l'agenda qu'on a là, mais c'est vraiment intéressant. Notamment une relative au rassemblement féministe du Nouveau-Brunswick, que je trouve vraiment intéressante, et l'autre, c'est plus fun. C'est plus fun. On verra. Bon, alors, retour sur l'actu. Et ça, on va en parler un petit peu, je pense, avec notre invité. On en plus en détail, mais... Salut Drizo.
Donc oui, élection partielle au Nouveau-Brunswick le 24 avril qui arrive. Et Blaine Higgs, donc qui est le Premier ministre du Nouveau-Brunswick, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit les francophones, même pas, ouin. Ah, surprise! Le choc! Blaine Higgs, qui a, entre autres, il y a un endroit où il y a une autoroute qui devait être doublée. Puis, ça fait super longtemps que c'était en construction. Yeah. Puis, on passe par là et je me dis, c'est bizarre. Je pensais que l'autoroute doublée était là. Donc, bon, ben, il y en a un où tu vas dans un sens, un dans l'autre. Comme ça, il y a moins de chances que tu te rentres dedans et tu fasses une collision face à face et que moins de gens meurent. Voilà. Et ben en fait, c'est que c'est dans un coin francophone, acadien, et ça a juste été annulé. Donc, il y a une autoroute à moitié construite qui a juste été arrêtée et qui a coûté évidemment énormément d'argent à juste arrêter de construire parce qu'il y avait toute l'infrastructure en place. Parce que, c'était pas dans le bon coin. C'était dans le coin, en fait, de l'ancien premier ministre qui était vraiment de l'autre côté et un francophone et un acadien. Donc, weird! Oh, c'est bizarre qu'avec des trucs comme ça... Étonnant. Vraiment étonnant. Donc bref, lui, il y a 3 circonscriptions qui vont devoir réélire leurs députés. Et il va se passer de la magouille. On est en train de le voir. On n'a pas tous les retours sur les candidats qui vont se présenter. Mais en gros, il va se passer de la magouille. Et en gros, la question du vote francophone va être vraiment au centre de ces élections. Et donc, nous, francophones, ça nous intéresse de voir un peu comment ça se passe. Le Parti vert, donc qui est le parti quand même le plus à gauche, on va dire, du Nouveau-Brunswick actuellement et qui porte le plus les couleurs, avec notamment notre ami Kevin Arsenault qu'on a reçu dans l'émission en fin d'année dernière. Le Parti vert a déjà annoncé que lui ne participerait pas aux magouilles et qu'en gros il va présenter des candidats dans toutes les circonscriptions. Nice. Voilà. Il n'y a plus de métaverse. En fait... C'est la fin. Alors, comment il a dit ça, Mark Zuckerberg? Il a dit dans un mail, dans un courriel interne aux équipes, il a dit notre priorité est l'intelligence artificielle. Ça veut dire notre priorité pour laquelle on a changé de nom, c'est plus une priorité. Et en fait, en gros, il a diminué les investissements pour le métaverse. Et en gros, son point, ça a été de dire le monde n'est pas encore prêt. Mais en fait, c'est surtout parce qu'il flippe de ChatGPT et de toutes les autres intelligences artificielles. Clairement, en fait, en gros, il n'a pas les moyens de soutenir tous ces moyens. Donc c'est un projet qui est mis en arrière et on verra plus tard peut-être. Exact. Mais... Et il a licencié 20 000 personnes supplémentaires cette semaine. Wow. On s'attendait à jamais connaître de crise dans la tech. Ouais. Et on en connaît plein. Yep. Une autre crise dans la tech. Alors, la semaine dernière, on en a parlé. Il y a une banque qui va mal? Non. Alors, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, vous vous souvenez, on a parlé de la Silicon Valley Bank, qui, en gros, avait fait faillite. Entre-temps, la situation s'est plus ou moins éclaircie. Ce qui a fait vraiment peur, c'est que le gouvernement américain s'est porté responsable pour toutes ces choses-là, alors que la banque n'était pas assurée. Et donc, ça fait dire aux banques, en fait, on peut se péter la gueule, tout le monde s'en fout. Exact. Et en gros, nous, propriétaires des banques, on court pas trop de risques. Et donc, du coup, voilà, ça a un peu déstabilisé les règles qui étaient en place. Imagine, tu as un système mondial financiarisé, donc en gros basé sur la finance dans les banques, avec des règles qui évoluent très lentement pour brusquer personne. Parce que le problème d'une économie financiarisée, c'est que si tu brusques les gens, tout le monde sort sous le coup du système et tout s'effondre. C'est normal. C'est ça la peur. Donc là, ils ont changé les règles en cours de route pour sauver la Silicon Valley Bank. Alors, pas la sauver parce qu'elle est en faillite, mais en gros pour sauver les épargnants qui étaient chez elle. C'est ça. Notamment pas mal de startups. Et en gros, ça a un peu... ça a un petit peu déstabilisé d'autres banques qui étaient pas mal en lien avec, comme le Crédit Suisse, qui a dû être acheté par une autre banque. Et là, les investisseurs et en gros les marchés financiers sont en train un petit peu d'attaquer la Deutsche Bank en se demandant si la Deutsche Bank n'est pas trop exposée à cette crise. Et on voit que les swaps, tu te souviens, c'est ce dont on parlait la semaine dernière, le fait de parier sur de parier sur les pertes d'une autre banque, augmente en défaveur de la Deutsche Bank, parce que les gens veulent couvrir leurs investissements si la Deutsche Bank venait à tomber. Donc la Deutsche Bank, qui est la plus grosse banque allemande, qui est une des plus grosses banques européennes, qui est une banque systémique, s'est fait attaquer par les marchés financiers et en gros a perdu jusqu'à 14% aujourd'hui et elle est remontée à moins 8%. C'est énorme pour une banque. C'est gigantesque. C'est l'équivalent d'un mini-crack, tu vois. Surtout pour une banque quand même stable. Et ça arrive juste avant le week-end. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
Là, vous avez tous les banquiers centraux, tous les banquiers privés, tout le monde là qui est dans plein de petites réunions en train de prendre son jet privé pour aller voir les uns et les autres, pour être sûr qu'à la réouverture des marchés lundi, il n'y ait pas de catastrophe. Ouais. Lundi, on peut très bien avoir un crack. Yep. Donc on verra. So, est-ce qu'on devrait tous sortir notre argent de la banque et aller acheter des lingots d'or Alors, si jamais l'argent ne vaut plus rien? C'est une bonne question. Je voulais pas en parler maintenant. Ce serait intéressant de le faire si en plus on voulait mettre la pression sur un gouvernement pour Stabiliser. pour éviter qu'il fasse passer une loi, par exemple. On pourrait très bien lui dire, eh bien, si tu continues ta réforme de merde, on va juste aller retirer notre argent à la banque. Alors, ça tombe mal parce qu'on n'a pas d'argent, parce que nous, on fait partie des pauvres. Voilà, ouais. Mais en gros, on va retirer le peu qu'on a, on va aller le retirer, on va aller acheter de l'or à la place. Et je sais pas si tu as vu, mais l'once d'or a vraiment augmenté à mort, là. Donc, c'est vraiment devenu... J'aurais dû le faire avant. Ah. Mais j'avais pas d'argent non plus. Donc on a vraiment pas de bol, à nous. Heureusement qu'on gagne énormément d'argent avec notre show. Hein. Ah, exactement. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on... Si jamais vous voulez nous aider à gagner encore plus d'argent, si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez sponsoriser une chaîne Twitch. C'est gratuit. Ça prend de l'argent de Jeff Bezos, notre ami. Donc, voilà, ce serait apprécié. Puis ça vous coûte rien. Si jamais vous voulez nous donner de l'argent, en général, c'est apprécié aussi. Mais vous pouvez faire gratuitement. Donc, voilà. C'est nice. Bref, donc voilà. On n'a pas de conseils financiers à vous donner. Ouais, non. De toute façon, c'est trop gros. C'est pas nous les petites gens qui allons... Voilà. Par contre, c'est nous qui allons en chier. C'est nous qui allons souffrir s'il se passe quelque chose. On verra. Faudra juste pas oublier de leur rappeler que ils ont déjà sauvé les banques une fois, que qu'on le paye encore dans notre dette d'État et qu'ils utilisent l'argument de la dette des États pour ne pas donner de services publics et pour ne pas réinjecter plus d'argent dans l'économie. Donc, mollo les gars. Venez pas nous embêter s'il se passe quelque chose lundi. C'est pas nous qui allons payer. Non. On va vraiment aller chercher les responsables. Et si c'est des banques systémiques, eh ben on va peut-être les faire tomber. C'est pas grave. Voilà. Too bad. Est-ce que ta vie changera si une banque systémique tombe? Là, ta vie quotidienne. Je veux dire, genre, si jamais il n'y a plus d'argent dans mon compte en banque lundi, c'est pas cool, là. Ouais, mais s'il n'y a plus d'argent dans le compte en banque de personne. I guess not. J'ai des frais universitaires qui s'en viennent. J'ai besoin d'un petit peu de cash, mais sinon, non, whatever. Je ferai pousser des tomates dans mon jardin, puis on vivra comme ça. Et voilà, on y vient. Des survivalistes. Voilà, en faire des bunkers. En parlant de survivalistes, non, aucun rapport. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une méga bassine? Je devine que c'est une grosse bassine d'eau. Bam, 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 la francophonie parle à la francophonie. Wow. Bravo. Je vais à l'université. Une méga bassine, c'est un truc qui a été inventé plus ou moins en France et enfin qu'on utilise en gros pour récupérer l'eau de pluie, tu vois, et pour la stocker, pour être sûr qu'elle soit accessible quand on veut faire des cultures. Et le problème, c'est que ces méga bassines deviennent de plus en plus grandes et empêchent les nappes phréatiques de se remplir et en gros viennent carrément être des réserves d'eau pour les agriculteurs qui sont en plus souvent dans l'agriculture intensive, tu vois, et empêcher les villages alentours d'avoir de l'eau. Donc en gros, ça fait quelques mois, ça fait que ça commence à être pas mal connu, ce combat contre les méga bassines, et il y a de plus en plus de projets qui se développent en France. Pourquoi ? Parce que ça fait 1 mois et demi que c'est annoncé, mais en France, il n'y a pas plu pendant longtemps cet hiver. Au moment où on devait remplir les nappes phréatiques et avoir de l'eau... Il y a une sécheresse en hiver que pour moi, c'est comme... Juste cette phrase-là me traumatise. Là, je sais même pas comment y réagir. Qu'il n'y ait pas assez d'averses ou de... Peu importe ce qui doit tomber, que ce soit de la neige ou de la pluie, mais qu'il n'y en ait pas assez pour qu'il y ait une sécheresse pendant l'hiver, quand on sait que l'été, il y en a déjà. Continue à parler, j'arrive. OK. Mais en fait, je sais pas, moi ça m'a vraiment surprise, puis c'est clair que et les nappes phréatiques de la France ne sont pas aussi comment je veux dire, c'est pas nécessairement profonde, mais il y a pas autant de stockage d'eau qu'au Canada. Donc où il y a que des lacs et où voilà. Donc tu peux seulement retenir un certain montant d'eau. Alors si même ce petit montant d'eau n'est pas là. Exactement. Et donc là, il y a énormément de gens qui se battent, notamment les écologistes, contre ces méga bassines. Et donc, tu vas avoir ce qu'on appelle des ZAD, des zones à défendre, qui vont se monter autour des projets de méga-bassines pour les empêcher. Et avec ce slogan, notamment, que vous pouvez voir sur la petite image qu'on a choisie, l'eau bien commun, c'est-à-dire qu'en fait, on commence de plus en plus, on va en parler aussi dans la partie sur les retraites, mais
on a l'impression qu'on retrouve aussi des lieux de solidarité. Oui. Dans nos sociétés. Alors là, ça s'illustre en France, tu vois. Mais je pense que c'est un peu pareil partout. On se rend compte que face aux crises qui arrivent et qu'en plus, on peut prévoir, Mais c'est surtout ça. il y a plein de gens qui commencent à se dire, ah oui, c'est le moment de s'organiser et d'empêcher les désastres à venir. Surtout que la question des méga-bassines, c'est surtout repenser l'agriculture. Ouais. Chose qui est appelée des vœux d'énormément de gens, sauf des gros propriétaires terriens qui possèdent l'essentiel des terres en France et des grosses entreprises qui préfèrent dealer avec des gros propriétaires terriens, tu vois, plutôt que d'avoir des petits maraîchers dans les villages qui, eux, vont vendre sans intermédiaire aux gens autour d'eux. Ce qui, normalement, devrait être le cycle le plus efficace en termes d'économie. Clairement. Hein. Ce qui est étrange, c'est que le capitalisme, c'est toujours prévalu, tu vois, de la question de l'efficacité. Et ça, c'est un gros problème parce que on doit regagner la bataille de la question de l'efficacité. C'est le partage, c'est la cohésion entre nous, c'est la solidarité qui sont les modèles les plus efficaces. Compare un banc de piranha avec une fourmilière et regarde combien de temps vit le banc de piranha, comment se passe la situation sociale du banc de piranha, compare-le à la fourmilière et tu verras que travailler ensemble, c'est beaucoup mieux que lutter les uns contre les autres avec les gros poissons qui mangent les petits. Donc, on verra, mais un gros combat en tout cas en cours autour des méga-bassines. Et j'en ai une dernière pour le retour sur l'actu. Ouais. Ça, c'est intéressant. On va bien sûr avoir une pensée attristée avec les 7 personnes qui ont été découvertes mortes dans cet immeuble du Vieux-Montréal, où en fait on s'est rendu compte que un certain nombre des personnes qui sont mortes, donc l'incendie a eu lieu la semaine dernière, et en gros... il y a des gens qui sont morts dans cet immeuble parce que des chambres Airbnb étaient louées sans système d'extinction de feu, sans issue de secours et sans fenêtre. Wow. Donc en fait, vous savez, la ville de Montréal a en place une politique de prévention des Airbnb illégaux, en gros, des appartements illégaux. Et il semblerait, c'est ce que le propriétaire disait en tout cas dans l'article que j'ai lu, le propriétaire disait, si vous devez en vouloir à quelqu'un, c'est à la ville de Montréal, puisque c'est elle qui a approuvé le permis de transformation de mon logement pour en faire des Airbnb. Ouais. Donc, comme oui et non, là, mais en même temps, bro, t'as fait un espace que tu savais qui était clairement pas sécuritaire en cas d'urgence, là. Et donc, 7 personnes sont mortes et on était même encore incapable de dire s'il y avait encore ou pas des personnes disparues à ce moment précis dans l'incendie de ce bâtiment. Donc voilà, important d'aller regarder ça. Merci Drizo pour les bits. Yeah, merci. On sait pas encore comment ça marche, mais on va trouver. Oh yes. Tu gères. Mais je sais que c'est bien. Je sais que c'est une bonne chose à avoir. Merci. Yes. Solidaire, c'est des bâtards. Gilles Proulx en roue libre. Alors, bon, on est pas mal orienté Québec, là, mais c'était un peu fou ce qui s'est passé, là. Okay. Alors, je vais lire un petit peu les quelques lignes, là, pour les gens qui sont en podcast, là. La classe politique québécoise condamne les propos violents et haineux qu'aurait tenu le chroniqueur Gilles Proulx à l'endroit des députés de Québec solidaire durant l'émission de Richard Martineau sur les ondes de Cub Radio. Au cours des dernières semaines, effectivement, il a fait 2 chroniques, coup sur coup. La première avait déjà fait pas mal de bruit et il a en plus renchaîné. Les députés de Québec solidaire, ils sont qualifiés de bâtards, de cochonneries par le chroniqueur, en plus d'être traités de gangrène, de menteurs et d'être accusés de se livrer à de la putasserie. Bon, ben tranquille. Donc, Monsieur Nadeau-Dubois, c'est un peu le porte-parole de Québec solidaire, oui. Qui lui, il a pas trop kiffé ça, tu vois, il a pas trop aimé. Et dans une autre chronique, il recommence, tu vois, au micro de Richard Martineau, le 21 mars, donc c'était cette semaine. Il va encore plus loin. Après avoir longuement parlé de moi, donc c'est ce que dit Nadeau-Dubois, il s'exclame « On devrait les achever une fois pour toutes, ces épées ». Eh mon Dieu, wow, ok, all right, donc, tranquille. Je me suis un petit peu renseigné sur notre ami. Quand t'es irrelevant, tu trouves des façons de faire parler de toi. Je me suis un petit peu renseigné sur qui était cette personne et pourquoi il avait des propos aussi haineux. Et en fait, on se rend compte que toutes les causes un petit peu progressistes sont vraiment sa kryptonite. Lui, c'est un vampire et le progrès, c'est de l'ail. Mais c'est aussi genre les gens qui sont plus... Ouais, juste les gens qu'on a un peu rejetés ou qui sont juste plus dans le discours populaire,
Ils ont genre deux options. Soit, bon, ils se calment et ils se rangent et ils profitent de leur vie. Ou alors, ils vont dans le côté anti-woke parce qu'ils savent que ça fait parler d'eux et que ça fait des clics. Yeah. Et ben voilà. There you go. Lui, il a pris position contre les communautés autochtones au Québec, disant que c'était des ennemis de la nation. Laquelle des nations? Parce que la nation, elle était là avant toi, monsieur le Québécois. I'm just saying. Donc, ce gars-là est full hardcore. Il va falloir aller creuser un petit peu. Je suis pas allé creuser plus. J'ai juste vu ça et ça m'a fait vraiment rire, tu vois, de voir des gens à quel point le progrès et les solidarités, justement, on en parlait avant, à quel point les solidarités peuvent leur paraître... Solidaire veut faire payer un peu plus les riches. Ouais. Et un peu plus, hein, c'est pas des ultra-radicaux. On a déjà eu cette discussion avec à gauche dans l'émission, ou même avec Ludmilla. Ouais. Ça va, hein, Québec solidaire. Non, c'est ça. C'est une gauche affirmée, mais molle. Ouais, c'est pas de l'extrême gauche du tout, là. Vraiment pas. Donc, les gens qui s'emportent contre ça... On se calme. Juste parce que on veut un monde plus égalitaire, plus tranquille, plus peinard, et là où on va pas crever la gueule ouverte. Yep. Ces gens-là sont aux abois, et plus ils chient, plus ils gueulent, plus ça me fait plaisir. Yep. Mais il fallait en parler quand même. Donc on confirme, non, solidaire, c'est pas des bâtards. Ou de la gangrène. Ou de la gangrène, c'est nice, tu vois. Wow. Est-ce qu'en France, j'aurais eu... Est-ce qu'ils auraient dit ça? C'est possible, hein, tu sais. C'est possible, mais ça aurait été... Mais le Québec, c'est fleuri quand même, non? C'est ça. Le vocabulaire aurait juste été vraiment différent. Ou genre, je sais pas, Zemmour aurait dit « Ah, mais c'est le pays des Lumières. Pourquoi est-ce qu'on ose aller faire ça? » Tu sais, ça... Il aurait utilisé un discours beaucoup plus pseudo-intellectuel. Mais Pascal Pro... Pour dire ce genre de truc. Yeah. Mais Pascal Pro l'aurait peut-être fait. Ouais, peut-être. D'ailleurs, Pro... on a peut-être trouvé notre Jacques. Ah! All right. Semi-bonne news. Yes. Tu veux lire ou pas? Notre friend Bolloré. Alors, Vincent Bolloré possède des centaines et des centaines de médias à travers le monde, des entreprises, et il s'est défendu de et faire... il a été l'homme le plus riche du monde. Pas lui. Non? Non, pas encore. Pas encore. Okay. Et je pense pas que ça arrivera parce qu'il met trop d'argent dans les médias. Non. Lui, c'est un catho plus ou moins intégriste, tu vois. Et il a un vrai problème avec l'immigration. Il a un vrai problème avec les gens qui sont pas des gars comme lui. Parce que si les gens partent d'Afrique, ils peuvent pas travailler pour lui pour rien. Ben voilà. Garde. Mais il aime pas non plus les Chinois parce que ça lui fait de la concurrence en Afrique. Ben voilà. Et il aime pas, il aime personne en fait. Et il aime bien les hommes blancs de plus de 50 ans. Ben voilà, regarde. Et s'ils peuvent voter à l'extrême droite, ça l'arrange d'autant plus. C'est pour ça qu'il investit massivement dans les médias, dans les médias en général, pour transformer ces médias en médias d'extrême droite. C'est un peu ce qu'il a fait. D'ailleurs, je pense que la chaîne Blast, qui est un média indépendant en ligne, qui est vraiment pas mal, les amis, si vous voulez avoir des sources économiques, écologiques, mais même politiques. Alors, c'est plus centré sur la France. Oui. Mais il y a aussi du entertainment et tout, là, ils font des trucs cool. Ouais. Mais notamment, ils expliquent pas mal qui est Vincent Bolloré, et notamment pourquoi des milliardaires investissent autant dans des médias. Et on se rend compte que derrière, il y a des projets politiques. Bah oui. Et d'ailleurs, il y a une affaire dont tu m'as envoyé un reel l'autre fois, que j'ai trouvé vraiment intéressant. J'en envoie plein, alors je sais. Non, mais c'était un sérieux, là, tu vois. C'était celui sur le groupe qui se réunit en secret pour planifier les stratégies de communication aux États-Unis. Oui, j'ai oublié le nom exact, mais c'est ça, c'est toutes les personnes les plus influentes ou très 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 riches, sinon les plus riches des États-Unis, et vraiment ils font de la stratégie pour faire élire certaines personnes, avec le but de changer certaines lois, etc. Et c'est vraiment complètement fou, mais c'est avec un nom d'organisme qui a l'air vraiment banal. Exactement. Alors, tu verrais ça passer, tu te dis, OK, peu importe, c'est un groupe comme un autre. Carrément, tu peux vite pas y trop y faire gaffe, et en fait, tu te rends compte qu'en fait, ils backent des groupements qui sont anti-avortement, qui sont ouvertement anti-féministes, tu vois. Ou même ouvertement racistes, etc. Ils ont mis au pouvoir, ou ils ont
poussé pour mettre au pouvoir. Je ne dirais pas que c'est uniquement eux, évidemment, mais le David Duke, qui a été le leader du KKK. Donc, tranquille, on va juste aller brûler des croix chez les personnes noires, entre autres. Et ça, c'est franchement les choses les moins dangereuses qu'ils ont fait. Donc, tu sais, c'est pas des gens un peu racistes, mais qui font d'autres trucs corrects. C'est vraiment des êtres pourris qui voilà, c'est de la gangrène. Tu te transformes en de la putasserie. Tu te transformes en Gilles Proulx. The Council for National Policy. Voilà. Donc, c'est super neutre, là. C'est genre le Conseil pour la politique nationale, whatever, là. Ça veut rien dire. Tu sais, c'est très neutre. Ouais, et pourtant, c'est ça qui pousse le Ku Klux Klan. Voilà, ça tranquille. Va, hein. Vraiment nice. On peut aussi... Donc là, Vincent Bolloré est mis en examen par la Cour d'appel de Paris. Dans le cadre de l'affaire du Togo, la Cour d'appel de Paris a confirmé le 21 mars la mise en examen de Vincent Bolloré dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption dans l'obtention de la gestion d'un terminal à conteneurs de port, du port de Lomé, au Togo. No way. Mais a supprimé des pièces au dossier, selon une source judiciaire. Non, il ferait pas ça. Vince, comment, là? Donc, du coup, il faut aller regarder. Hey, c'est nice, là, comme finalement, il y a quelqu'un qui le... Et ce qu'il faut voir, c'est la suite, parce que le hic aussi, dans ces questions de justice, c'est que les procureurs qui attaquent ont souvent beaucoup moins de moyens que les gros clients qui se défendent, surtout quand il s'agit de milliardaires, et donc, du coup, voilà, des fois, le combat est un peu inégal. Un petit peu. Est vraiment un peu inégal. Ouais. Et donc, là, on espère vraiment que la question de la corruption va vraiment être mise en avant, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup, et que la corruption, c'est de la faute de plein de monde, à la fois du corrompu, mais à la fois du corrupteur. Oui. Et quand le corrupteur, il pèse 20 fois le corrompu, c'est aussi facile, tu vois. Donc, non, désolé, nous, il faut qu'on retire nos mains, qu'on retire nos trucs des rouages de l'Afrique, et que l'Afrique puisse vivre librement, quoi. C'est retrouve son autonomie, et puisse développer son autonomie. Exact. Ça, c'est vraiment une nécessité absolue, surtout en en étant dans le 21e siècle comme on est là actuellement. Ça va devenir un des continents moteurs, alors de l'économie, mais aussi de plein d'autres projets mondiaux. Et ce qu'il faut, c'est qu'on arrête d'essayer de se l'accaparer. Et Vincent Bolloré, c'est vraiment l'ordure finie qui met tout ce qu'il peut là-bas, tu vois, et qui tire une énorme... Vas-y. Bon, c'est ça en France. Donc, OK. Vendredi dernier, quand on en a parlé, il venait d'utiliser le 49.3 pour mettre en place ou faire... Oui, en gros... voter pour, entre gros guillemets, pour forcer la réforme de retraite à passer. Je pense que c'est là où on en était à l'émission. On en était là. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Ça a énervé des gens. Entre-temps, le président de la République s'est rendu compte que c'était un peu la marde. Ouais. En plus, juste d'avoir fait ce move un vendredi, franchement, là, juste au niveau logistique, c'était con quand même, parce que ça te garantit une bonne fin de semaine de merde quand même. Donc, Emmanuel Macron, entre-temps, tous les soirs, il y avait des rassemblements partout en France. Il y a commencé à avoir des images de tension dans les villes le soir, dans des grandes villes, mais aussi dans des petites villes, là où on n'a pas trop l'habitude. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire que tous les soirs, tu as des policiers qui sont sur le pied de guerre, à devoir tout surveiller. Et le matin, parce qu'il n'y a plus d'essence nulle part, parce que les ports sont bloqués, les terminaux sont bloqués, les raffineries sont bloquées, il n'y a plus de kérosène à mettre dans les avions. Du coup, le matin, il faut absolument aller réveiller les travailleurs qui sont en grève. Donc ça, c'est anticonstitutionnel. Tu ne fais rien à un travailleur qui est en grève. Tu fais absolument rien. Oui, non, c'est le point de... C'est quand même le point d'être en grève. Et c'est ton droit constitutionnel de l'être. Donc, non, on va trouver quelqu'un d'autre. Exactement. Et là, il n'y avait personne. Donc, ça veut dire que les policiers qui ont fait la course, qui ont joué à cache-cache le soir, ils doivent aller le matin chercher des gens chez eux. Donc, les policiers sont fatigués. Oui. Mais c'est pas la faute à personne, hein, les gars. Non. Changer de métier. C'est ce qu'Emmanuel Macron dit aux gens. Il leur dit, si vous n'êtes pas OK pour faire ce métier-là autant de temps, changez de métier, il faut vous reconvertir. Les flics, si vous n'êtes pas capable de tenir la distance, il faut changer de métier. Ou peut-être, oui. Ils peuvent aussi aller en grève, ils ont un syndicat. Hein. Oui, alors c'est plus compliqué Imagine. pour eux.
Non, bah de toute façon, là, Imagine. le gouvernement d'Emmanuel Macron ne tient plus que par la police. Oui. Et la police, Voilà. tu sais, je vois aussi le côté humain de la chose, là, où, tu sais, bon, t'es dans les forces de l'ordre, tu reçois un ordre, tu effectues ce qu'on t'a demandé de faire, c'est ça, armée, police, etc., right? C'est ça ta job. Ben là, si tous les soirs, on te demande d'aller sortir pour manager ce qui se passe, il y a un moment où t'es quand même crevé. En tant que personne, en tant qu'humain, tu ne peux pas travailler jour et nuit, à courir après tout le monde qui, en plus, eux, te voient comme une menace et il y a des raisons très légitimes pour ça, des raisons historiques et récentes. Donc, tu sais, c'est aussi du côté de la police, je vois pas... Il y a un point où tu peux plus, sauf si vraiment tu penses que ce que tu fais vaut la peine mais personne... d'être fait. Non, il y a un moment où, en tant qu'humain, il y a quand même un déclic où tu te dis, bon, ben non, je peux plus. Non. Je suis d'accord. Right. Mais après, bon, bah voilà, je veux pas focus sur la police parce que. Non, mais c'est pas non plus pour lancer des fleurs à personne. C'est juste, il y a un moment aussi, en tant que dirigeant d'un pays, tu t'attends à ce que c'est juste ce groupe de personnes, de travailleurs-là, qui fassent fonctionner le pays. C'est pas une bonne solution. Exact. C'est surtout ça. Donc, du coup, là, toute l'organisation de la France, pour s'assurer que la réforme des retraites passe, tient sur le seul corps de la police. Ce qui est insane. Ce qui est ouf. T'as un groupe de gens en train de travailler et on leur met toute la pression, gros. Ce qui est ouf, et surtout, ce qui est exactement l'endroit où on savait qu'on allait. Ça fait plusieurs mois où on le sait. La réforme des retraites est injuste. Elle est invalidée économiquement par la majorité des économistes qui disent que ça ne marche pas. Et en plus, les gens sont contre le fait qu'on leur vole 2 années de travail. Donc, et alors, attendez, j'ai eu quelques échanges sur les médias sociaux avec principalement soit des riches, soit des vieux, qui me disaient oui, mais avant, on avait 3 personnes qui travaillaient pour une personne qui était à la retraite, donc ça allait. Maintenant, on n'a plus que 3 personnes qui travaillent pour 2 personnes qui sont à la retraite. Wow, stop. Regardez les courbes de la productivité. Mais c'est ça. Ne regardez que ça et arrêtez de nous saouler avec ça. Même s'il y avait une seule personne qui travaillait et qui produisait le PIB, c'est-à-dire que sa productivité est gigantesque. Même, on s'en fout du nombre de personnes qui travaillent par rapport au nombre de personnes qui ne travaillent pas. Ce qui est important, c'est quelle est la richesse que l'on produit. Exact. Il y a juste ça qui compte. Puis il y a aussi, avant que 3 travailleurs, maintenant, ça a été remplacé par une machine. Alors, la productivité et le temps sauvé, elle est là. Exactement. Donc, la richesse est produite. Si on veut parler du miracle du capitalisme et de l'innovation, c'est... Voilà. Alors, tu sais, fuck off. Exactement. C'est comme, non. Le temps, il est sauvé. La richesse est produite, le temps est sauvé. Il est temps de donner des conditions de vie dignes aux gens. Quand ils sont vieux, quand ils sont au chômage, quand ils sont malades, quand ils ont des enfants, quand ils ont des passions, quand ils sont en vacances. Donc, stop, la richesse est produite. Et nous, il faut se battre pour qu'on partage la richesse. Emmanuel Macron, il a fait un move qui était vraiment nul. Il a décidé de s'adresser au territoire. Alors, pour traduire en français international... juste la timeline des choses, c'est vendredi, il y a le non-vote, il y a le 49.3 pour mettre en place la réforme des retraites. Évidemment, juste après... la France prend feu pendant toute la fin de semaine. Lundi, on se retrouve tous au Sénat parce que, bon, il faut bien travailler aussi des fois si on veut forcer tout le monde à travailler 2 ans de plus. Et il y a donc des dépôts de non-confiance. Des non-confiance, et ça, il y en a dans plein de différents niveaux d'organismes, que ce soit un pays ou que ce soit un petit regroupement. Et c'est vraiment que tu dis, je n'ai pas confiance en la personne qui est le leader du groupe. Donc, ça peut autant être dans un conseil d'administration, dans ton petit organisme, ou ça peut être au niveau du pays. Il y en a eu 2. Bon, il y en a eu de 2, chacun de différents côtés politiques. Mais clairement pour dire, je n'ai pas confiance en la façon que les choses se passent et dans ben, c'est ça, dans la façon que les choses se passent. Il y a eu des discours par un peu tous les différents groupes. Il y a eu un vote. Et le vote, à 9 voix près, donc extrêmement serré, a fait que le non-confiance n'est pas passé. À 9 voix près. Alors, ça arrive. Ça veut dire que officiellement, la réforme des retraites est instaurée. Guillemets. Hein. Et ben, depuis ce moment-là, la France est encore plus en feu. Et ben, ce que je veux dire par ça, évidemment, c'est que les mouvements de grève
s'intensifie et se propage un peu partout dans le pays. Et donc, ben voilà. Donc, Macron décide de faire un speech, le lendemain, si je me trompe pas, ou 2 jours plus tard. Ouais. À 1h de l'après-midi. À 1h de l'après-midi. Qui est optimal pour les jeunes et les travailleurs à qui tu veux parler, supposément, parce que c'est eux qui sont en train de faire la révolution. À 1h de l'après-midi, en semaine, mon ami, tu parles à des retraités. Ça, je suis désolée. Exact. Et donc ça a été pris comme un mépris de la part des travailleurs. Et en plus, le ton qui a été utilisé est vraiment un ton de mépris. Donc vraiment un ton qui a été jugé comme étant méprisant par les observateurs et qui a mis vraiment le feu aux poudres, sachant que le lendemain, il y avait l'annonce d'une grève, d'une grande grève, et que cette grande grève a plutôt bien fonctionné. Ouais. Elle a été suivie par plus de 3,5 millions de personnes, donc c'est énorme. 1,08 millions selon la police. Mais la police qui a reconnu que finalement, ils ont admis qu'en fait, ils minimisaient les chiffres à chaque fois parce que ça ne le faisait pas de donner des chiffres de gens trop nombreux. Mais si on ne peut plus même compter sur les chiffres de la police, si la police elle-même se dément, on a vraiment un gros problème, tu vois. Bref, donc en gros, voilà ce qui s'est passé. Et hier avait lieu du coup cette énorme manifestation. Et elle a réuni beaucoup de monde. Et surtout, ça fait quelques jours qu'on voit énormément de violences policières. C'est-à-dire des fonctionnaires des forces de l'ordre qui outrepassent leurs fonctions, qui sont irrespectueux, qui frappent des gens gratuitement, qui font des actes qu'on pourrait appeler vraiment de délinquance, tu vois, policière. Et il y a de nombreuses organisations internationales comme Amnesty International, mais aussi le Conseil de l'Europe, qui commencent à se poser des questions sur le maintien de l'ordre en France et qui voient ça d'un œil un peu étrange, comme si la démocratie en France ne pouvait pas vraiment s'exprimer. Surtout qu'on va le rappeler, Emmanuel Macron est seul, il est isolé et il est obligé d'utiliser toutes les choses parlementaires de la Constitution les plus nulles pour pouvoir passer. D'ailleurs, la semaine dernière, j'avais dit la 5e République date de juste après mai 68. Non, c'est 10 ans plus tôt. Mais c'est dans le même cadre de crise. C'est-à-dire que à l'époque, Charles de Gaulle veut pouvoir diriger le pays et pouvoir débloquer des situations rapidement. Donc, il a mis ça dans la Constitution. Or, on est longtemps après, on est en 2023 et on utilise toujours ces règles-là. Et on se rend compte que la défiance entre les dirigeants et le peuple est vraiment énorme en France. Et surtout quand le dirigeant il part bille en tête pour un truc qui sert à rien, genre cette réforme de merde là, il n'y a aucun intérêt à ce qu'elle soit mise en place. Absolument aucun. Et donc, du coup, la seule raison que j'ai l'impression, en tout cas, que ça a été aussi poussé tellement vite parce qu'une réforme, ça peut prendre très, très longtemps à être débattu, peu importe si ça va être voté ou non. Mais là, ça a vraiment été poussé vite quand même pour quelque chose qui était controversé. Et le raisonnement qu'on m'a donné, c'était « Ah, mais c'est parce que ça doit être instauré en septembre, alors il faut que ce soit fait vite. » Puis t'es comme « Mais non, ça fonctionne pas comme ça des lois. » Ça, je suis désolée, tu changes ton horaire, là, désolée. Surtout pour un déficit annoncé qui est censé apparaître d'ici une dizaine d'années, tu vois. Donc, stop, nous la fais pas à l'envers. Tu racontes n'importe quoi, tu triches sur les arguments, tu racontes pas les vraies choses, et en plus, tu passes en force contre tout un pays qui en plus est vraiment rassemblé. C'est la première fois où on a autant de gens qui sont rassemblés contre une cause. Et en plus, tu es en train d'agrémenter tu es en train de coaguler énormément de colère, au point que la Grande-Bretagne a décidé de repousser à plus tard une loi qui était jugée antisociale par les partis de gauche au Royaume-Uni. Et l'Allemagne est en train de se mettre en ordre de marche pour demander des augmentations de salaire. On va le rappeler, la question du salaire, c'est une question centrale. Emmanuel Macron, lors de son allocution durant le dîner, là, le midi, là, il a dit une chose, c'est le chômage n'a jamais été aussi bas que depuis autant de temps. Mais mec, on n'en a rien à battre du chômage. L'important, c'est pas qui ne travaille pas. L'important, c'est est-ce que les gens qui travaillent sont capables de vivre dignement. C'est pas le cas. Ça me fait penser à un mime qui avait eu
qui avait été créé pendant la période trumpiste, où en gros, le mime, c'était, t'as une meuf qui est habillée en Walmart, tu vois, et t'as un politique qui vient la voir et qui dit, vous avez vu le nombre d'emplois qu'on a créés, c'est incroyable. Et elle dit, bah ouais, je suis au courant, j'en ai 3 et j'arrive toujours pas à vivre. Exact. Donc non, les créations d'emplois, ça ne veut rien dire. Stop. Le chômage, ça ne veut rien dire. Stop. Ce qui est important, c'est combien de richesses on crée, comment on répartit le travail et comment on répartit cette richesse. Donc, augmenter les salaires, c'est la solution. Et c'est pour ça qu'il faut se battre. Réduire le temps de travail, c'est proportionnellement augmenter les salaires. C'est ça la question. C'est pour ça qu'on ne veut pas travailler. Parce que si tu travailles 2 années de plus, c'est l'équivalent de tu perds du salaire sur ta vie entière. Puisqu'on va te prendre à la fin 2 années de plus de cotisation. Donc tu perds du salaire. On n'est pas au moment où il faut perdre du salaire. De l'argent, il y en a. Il est donné aux grandes entreprises qui, à la fin, le donnent à leurs actionnaires, qui, eux, n'ont rien fait pour les entreprises et qui n'ont même pas pris de risque, parce que comme on l'a vu avec les banques, si tout se casse la figure, on les protège. Donc non. Stop, basta. Non, il faut augmenter les salaires et arrêter ça. Puis il faut arrêter d'utiliser le taux de chômage uniquement comme indicateur de manque ou pas de manque d'emploi. Évidemment que ça peut être un indicateur, ça le peut, mais il y aura toujours des gens au chômage pour plein de différentes raisons. Exact. Il faut poser la question, pourquoi est-ce que si les gens sont tous au chômage parce qu'il n'y a pas de job, parce qu'on est dans une récession X ou Y, OK, c'est quelque chose. Mais si les gens sont au chômage pour des raisons de santé, pour des raisons de santé mentale, pour des raisons de devoir s'occuper de leurs parents qui sont malades à la maison, peu importe, il y aura toujours des gens au chômage. Il y aura des gens qui vont changer d'emploi et il y a un entre-deux. Le chômage est là pour aider. Le chômage n'est pas là pour être un indicateur de « Ah, il y a 0 chômage, donc tout le monde travaille, alors tout est parfait. » ça va jamais exister. S'il n'y en a plus de chômage, ça veut dire qu'il n'y a plus d'aide. Et aussi, la question du travail, on a beaucoup de gens qui ne sont pas dans l'emploi, mais qui travaillent. Le chômage mesure quoi? Il mesure le taux d'emploi des gens. Oui. Alors que les gens travaillent, ils font autre chose. Et l'emploi officiel. Parce qu'on a aussi les emplois non déclarés, le travail non rémunéré, etc. Exactement. Je voulais juste revenir sur quelques points. On a vu notamment des policiers faire des actes interdits par la législation, comme des tirs tendus de grenades de désencerclement, le genre de truc qui vous arrache une main. On a vu aussi des policiers qui ont brutalisé un sans-abri en le traitant de sac à merde. Et on a aussi sorti cet après-midi un enregistrement audio qui a été révélé par Le Monde de l'arrestation de 7 jeunes, 7 jeunes noirs à Paris, qui est absolument horrible et abject. Allez écouter ça si vous avez l'occasion et si vous avez le cœur bien accroché, parce que c'est franchement violent. Les propos qui sont tenus sont abusés et t'as l'impression que c'est des gens qui sont dans une soirée, qui sont un peu alcoolisés et qui parlent. Non, mais ça. Le manque de respect total. Ces gens-là sont payés par nos impôts, quoi. Stop, quoi. Je suis vraiment énervé. Bref. Ah, puis on a aussi des journalistes qui sont fait tabasser, des gens qui avaient clairement identifié « Bonjour, je suis journaliste, je fais ma job ». T'as des jeunes qui étaient en voyage scolaire. Des Autrichiens. Où l'ambassade a dû dire « Bonjour, vous avez des étudiants qui étaient en train de voyager à Paris. What's happening? » C'est ridicule. Carrément. Bah, je suis énervé. On va noter une chose, c'est que les syndicats, aujourd'hui, Emmanuel Macron, après le chaos d'hier, parce que quand même il y a eu du chaos, et notamment il y a eu des militants d'extrême droite qui ont incendié la porte de la mairie de Bordeaux, et ça a été montré comme étant regardez ce que font les casseurs, blablabla. Mais c'est toujours la même chose, c'est toujours ça. C'est des fachos en plus qui ont fait ça, donc ça c'est d'autant plus marrant. Mais c'est la même chose pendant les protestes de Black Lives Matter aux États-Unis, où c'était prouvé que les gens qui cassaient les trucs, c'était des gens qui venaient d'autres villes ou des personnes qui étaient là pour foutre la merde pour que ça ait l'air encore plus violent, parce que c'était pas très violent. Après, les formes de lutte. Oui, il y a des différentes formes de lutte, mais... Voilà. Mais en tout cas, c'était marrant de voir de quel camp ça venait. Et après le chaos d'hier, Emmanuel Macron s'est dit c'est un peu la marde quand même. Et il a dit aux syndicats qu'il n'avait pas appelé depuis plus de 4 mois. Donc, il y a les gens qui dirigent les travailleurs, en gros, qui orientent les travailleurs en France. Il les a pas appelés depuis 4 mois avant de passer une des réformes les plus antisociales de son quinquennat. Genre, me semble que si tu fais une réforme des retraites, peu importe dans quel sens ça va, tu parles aux syndicats. Non, mais clairement, ça me semble genre important. Et donc, finalement, Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui qu'il tendait la main aux syndicats. Et les syndicats ont dit
Non. Non, merci. Donc en fait, il est vraiment en train de se faire plus ou moins humilier par tout le monde, et ça va être le but. Ce soir, il y a un match de foot. My! Et le plan, et il est prévu qu'il soit là au Parc des Princes. Oh my! Le plan, c'est qu'à la 49e minute et 3 secondes, il y ait des sifflets contre Emmanuel Macron. Donc on verra si ça a marché. Je voulais finir en citant juste quelque chose, mais je vais peut-être pas le faire aujourd'hui. Je vais attendre que ça monte encore en pression, et je citerai quelque chose que j'ai découvert il y a un petit temps et qui me fait vraiment réfléchir à chaque fois sur la question de la violence en politique. C'est une citation d'Elder Camara, Dom Elder Camara, qui est un évêque d'Amérique du Sud, un abbé qui était un peu décrit comme l'abbé rouge, et qui est en gros dans la théologie de la Révolution. En gros, qui a une vision en gros religieuse aussi de la question de la libération des oppressions, et du coup que je trouve très intéressante. Je vous lirai ça peut-être la semaine prochaine si la tension monte encore. No spoiler les gars, je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine. On va accélérer un petit peu parce qu'il nous reste 8 minutes. Ah, ça va. C'est en fait on parle de ceci, mais bon, c'est de la merde, hein. Voilà, c'est ça la conclusion. Mais donc on part en Ouganda, mais aussi aux États-Unis, spécifiquement dans l'État du Wyoming. Alors en Ouganda, il y a le Parlement qui a voté mardi soir une loi qui rajoute encore plus de peine aux personnes qui dans l'article, je trouve ça dit entretiennent des relations homosexuelles, mais en général, ces genres de lois, c'est si tu fais quelque chose qui a l'air d'être peut-être quelque chose qu'un homosexuel ferait, t'es homosexuel. Il n'y a pas... de toute façon, comment est-ce que tu prouves ces trucs-là? Il y a un point où tu peux plus, mais c'est très subjectif, la façon qu'ils choisissent ça. Donc, ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison. C'est pour les personnes se livrant à, quote, des actes homosexuels ou se revendiquant comme personne de la communauté LGBT+. Donc, clairement... Si t'es pas hétéro, tu vas en prison. C'est ça. Et c'est déjà illégal d'être homosexuel en Ouganda. Donc, en gros, ça se referme sur une communauté qui est déjà non seulement discriminée, mais clairement en danger. Et là, il y a Amnesty International et compagnie qui décrit ça, mais qu'est-ce que ça peut changer jusqu'à un certain point. Ce que j'espère des prochaines décennies, c'est que l'Afrique puisse s'ouvrir à ces communautés-là, parce que c'est encore, je parle du continent entier, mais c'est extrêmement difficile pour ces communautés-là d'y vivre, et c'est très triste. On ne peut y faire qu'un certain montant de choses. On peut évidemment espérer que nos politiques fassent plus de pression sur les politiques là-bas, mais il y a un certain point, et c'est clairement pas dans leur agenda que leur agenda sont économiques. Et t'as pas non plus envie d'être une sorte de néocolonialisme moral. Exact. Tu vois. Exact. Et c'est pour ça que la question des Nations Unies est vraiment intéressante et importante, et des ONG. Je pense, moi, que les ONG... Absolument. Je pense que ça passe pas forcément par les États, mais par les ONG. Absolument. Et par la population. Et une sensibilisation de la population. Exact. Donc, Exact. Puis donc là, ensuite, on s'en va aux États-Unis, donc dans l'État du Wyoming, où on a deux jolies nouvelles. Et c'est que, premièrement, il y a une interdiction aux élèves transgenres de rejoindre les équipes sportives féminines, parce qu'encore une fois, on entend toujours attaquer les femmes trans. Donc, ce que certains vont voir comme ce qui a été une fois un homme, alors ce n'est pas traité de la même façon qu'un homme trans, qui vont voir comme quelqu'un qui a été une fois une femme. Et parce qu'une femme, c'est beaucoup moins dangereux, mais un homme, ça l'est beaucoup plus, ça a du pouvoir. Alors, même si c'est une femme trans, il y aura quand même dans l'état d'esprit des personnes qui font ces lois-là, clairement pas la mienne, mais que tu ne vas jamais pouvoir être réellement une femme. Et donc, si tu n'es pas réellement une femme, tu es un danger pour les sports féminins. Il y a eu des headlines où il y a eu des jeunes femmes trans qui ont gagné des matchs de sport. On a dit, c'est la preuve que parce que tu as eu de la testostérone dans le corps pendant une partie de ton adolescence, tu vas être supérieure. Faux. Il y a extrêmement beaucoup de femmes trans qui ne gagnent pas de compétition. Je suis désolée. Allez voir les statistiques, c'est vraiment, vraiment pas le cas. C'est juste parce qu'il y en a une fois qui a gagné, et good for her parce que c'était une meilleure sportive. Donc, c'est vraiment un outil de la propagande qui est beaucoup utilisé. C'est évidemment extrêmement frustrant parce que
ça met encore plus de pression sur un groupe qui Yeah. déjà va très mal et aux États-Unis, ça s'empire. Et Clairement. le Wyoming a décidé de faire un double pour s'amuser et a interdit la pilule abortive. Donc, c'est que maintenant, c'est les États qui choisissent qu'est-ce que c'est leur loi sur l'avortement. Et here we are, non. Il y a une petite citation de Étienne-Émile Beaulieu, qui est l'inventeur de la pilule abortive, qui dit « C'est un recul pour la liberté des femmes, surtout les plus précaires qui n'auront pas les moyens d'aller dans un autre État pour se la procurer. » Parce qu'on se le rappelle, c'est les personnes riches qui votent pour ces lois-là et qui ensuite, si eux ont besoin, ou si leur maîtresse ou leur fille ou leur femme ont besoin d'avoir un avortement, no worries, on va t'envoyer dans un autre État ou même dans un autre pays parce que, hey, c'est légal au Canada. Yeah. Donc, on peut payer pour ça. So, c'est pas ces personnes-là qui vont être affectées. C'est extrêmement important de s'en rappeler. Alors, bonne chance à toute personne qui a un utérus au Wyoming ou qui n'en a pas et qui est une femme tout de même, parce que holy shit, et bonne chance à toutes les personnes de la communauté LGBT+. En Ou Ouganda. qui ou en qu'on pense qu'ils pourraient faire partie de la communauté LGBT+. En Ouganda, voilà. Ça... En parlant de ça, Yeah. les Invertis, est-ce que tu en as déjà entendu parler? Ça me dit quelque chose. C'est un groupement LGBTQIA+, en France, qui commence à faire beaucoup de bruit parce que très investi politiquement. Cool. Et en gros, leur question, c'est aussi les communautés LGBTQIA+, doivent occuper l'espace politique Absolument. et se positionner en disant qu'il n'y a pas d'abolition des dominations si les communautés trans et LGBT n'en font pas partie. Yep. Et donc, en gros, ils prennent pleinement leur place dans le mouvement et ils ont créé quelque chose qu'on appelle le Pink Bloc, en référence au Black Bloc. Et c'est la grosse stuff à chaque manifestation. Moi, j'ai qu'une hâte, rentrer en France, faire une manif avec eux. Nice. Ça a vraiment l'air d'être la grosse fête. Il nous reste peu de temps, mais on a... finit avec les bonnes nouvelles quand même. Ou des Ouais. nouvelles quand même vraiment intéressantes. Donc, il y a le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, qui est un organisme cool que je recommande de suivre. Yeah. Puis en gros, il y a quelques semaines, dans le cadre du 8 mars, on sortit une vidéo sur les femmes qui ont fait des choses importantes Yeah. au Nouveau-Brunswick, donc de différents niveaux. Et elles ont fait un genre de communiqué de presse, une petite lettre d'excuse pour dire on nous l'a fait remarquer et effectivement, il n'y a que des femmes blanches dans cette vidéo. Il n'y a pas de représentation de minorités visibles et c'est un problème, effectivement. Et c'est gros de l'acquiescer, et non seulement ça, mais de l'acquiescer publiquement en disant oui, on a fait une erreur ou on aurait pu mieux faire, tout simplement. Exactement. Voilà. C'est vraiment nice. Yeah. Bravo de faire ça. Yep. Je pense que ça compte vraiment. Et ça aussi, le regroupement féministe, vous êtes à l'avant-garde de pas mal de progrès sociaux. Et le fait aussi d'accepter et de montrer que les failles ne sont pas que chez les autres. Absolument. C'est très rassurant pour tout le monde qui a envie de faire des pas en avant. C'est ça. Et de s'améliorer. Et on fait tous des erreurs. Tous. Donc, c'est de l'acquiescer publiquement. C'est gros parce que ça veut dire on peut tous essayer de faire quelque chose de mieux. Et des fois, on fait pas optimalement. Et voilà. Et c'est deux dudes blancs qui vous disent ça. Voilà. Ça, c'est... Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick qui a la semaine de 4 jours de travail. Just saying. Et d'ailleurs, qui veut empêcher la semaine de 4 jours? Les deux monarques qu'on a en dessous. Les rois ne dîneront pas à Versailles en période pré-révolutionnaire. Je dis période pré-révolutionnaire parce que hier, après les manifestations en France, c'est les termes qui ont été employés par plusieurs sociologues sur des plateaux de grande écoute en disant « Nous sommes à un moment de bascule du régime en France ». C'était prévu que Charles III vienne en France la semaine prochaine pour dîner à Versailles notamment. Excusez-moi, mais le symbole n'était pas vraiment là. Le dernier qui a occupé Versailles en temps pré-révolutionnaire, il a fini raccourci, tu vois. Donc, c'était peut-être pas le moment. Donc, parmi notre groupe d'amis avec qui on parle pas mal. Surtout dernièrement. la joke, c'était Emmanuel Macron qui envoie au service de renseignement anglais. Non, c'est bon, je gère et tout, tu vois. Et le MI6 qui s'est dit, on le sent pas trop, votre truc là. On le sent pas trop. Donc, du coup, voilà. On va pousser Emmanuel Macron
à l'introspection Voilà. et à rester avec nous, avec les Français qui sont en France, et pour essayer de réfléchir un petit peu à ce qui se passe. Voilà. C'est une bonne chose. Voilà. L'introspection, c'est bien. L'introspection, Quand c'est même. bien. On espère que Charles III fera aussi de l'introspection, mais... Ouais. il s'occupe des corgis de maman, Ouais, là, c'est peut-être. C'est ce que j'allais dire. On va s'arrêter là pour cette première partie d'émission. On va se retrouver d'ici une 5-6 minutes avec Janelle Leblanc du Front commun Nouveau-Brunswick, et on va parler un petit peu de la situation sociale au Nouveau-Brunswick et des combats que porte le regroupement, le Front commun, pardon. J'ai hâte. Yeah, ça va être cool. À toutes.